Il y a un homme au Mali qui n'a pas souvent bonne presse, mais que Choguel et moi considérons comme un homme d'État d'une envergure exceptionnelle. C'est le général d'armée Moussa Traoré. Il y a eu un certain moment où des critiques ont refait surface pour ternir son œuvre. Il m'a appelé, il m'a dit: professeur, nous ne pouvons pas rester ainsi, il nous faut donner la réplique. Je sais que déjà, sous la houlette de M. Djibril Diallo et de Cheikh Oumar Doumbia, vous avez déjà fait un travail, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout de l'œuvre. Vous n'avez pas été des militants. Cette fois-ci, nous allons reprendre le travail et faire quelque chose de percutant. Et il y a de cela quelques mois, nous avons mis sur le marché, édité par les soins de mon petit père, Nfantini. Ah bon, traduction. Sambanyare, hommage au général d'armée Moussa Traoré, secrétaire général de l'Union démocratique du peuple malien et président de la République. Nous avons continué ainsi et l'idée lui est venue de publier ce qu'il considère comme sa biographie. J'ai dit: Monsieur le Président, ce n'est pas la biographie. Votre biographie viendra après. Si Dieu nous prête vie, elle sera dense et servira de bréviaire. Aujourd'hui, limitez-vous à quelques tranches de vie. Exposez-les pour faire découvrir le sens de votre combat et surtout faire découvrir votre position actuelle sur l'échiquier politique malien. Il m'a dit: vous avez raison. Depuis longtemps du moins, ma conjointe m'encourage dans ce sens. C'est donc de cette entreprise qu'est sorti ce livre que je vais vous présenter ce matin, pas en entrant dans les détails, parce que je vous invite plutôt à le lire, mais en vous disant ce qu'il est. Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une biographie, d'une autobiographie. Il s'agit de tranches de vie. Dans ce domaine, l'aventure au sens noble du terme a commencé dans un modeste petit village du cercle d'Ansongo, Tabango. C'est là que, non mais vers 1958, Choguel Kokala Maïga a vu le jour. Mais si vous allez à Tabango, si vous le cherchez, ne dites pas Choguel Kokala Maïga. Il faut dire, par exemple, je prononce mal le Soraï, bien qu'ayant été fortement intégré grâce à Ali Nouhoum Diallo dans la famille des Soraï, et c'est pour de quoi est-ce que je parle, il faut l'appeler Ibéré Aoui. Je crois que je n'ai pas écorché. Cela signifie, et c'est prémonitoire, la honte des ennemis. On l'y appelle également Tilimazu, ou enfin Irko Arhama. Voilà les noms sous lesquels vous le trouverez là-bas. Il nous parle rapidement de son école, une école pas comme les autres, où en première année se côtoient des élèves âgés de 5 à 9 ans. Vous voyez un peu, et dans le sable encore, il n'y a pas de table blanc.
Et de cette école, il a émergé pour venir ici à Bamako, fréquenter le lycée technique. Il en est sorti bachelier major de sa série pour aller continuer ses études à Moscou. De retour au pays, il s'est engagé en politique. Voilà le parcours. Mais ce n'est pas ce parcours dont il parle dans ce livre. Je vous l'ai dit, le livre est à lire comme 3 vécus précédés de précisions sur la personne même de l'auteur. Avant d'en arriver à ces précisions et à ces 3 vécus, il a insisté en mettant en exergue 2 citations. La première citation est une phrase de l'intellectuel martiniquais Frantz Fanon. Elle est tirée de son œuvre Les damnés de la terre. Et voilà ce que Fanon écrit. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Et dans le livre, Choguel parle de sa génération précipitée dans l'illusion lyrique des années 1990, lorsque, voix étrangère, nous avons comprendre que notre salut réside dans le partage de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Beaucoup y ont cru et avec candeur ont répondu au chant des sirènes. Il a dit: je suis resté lucide, prenant mes distances vis-à-vis de certaines propagandes. J'ai choisi de m'assumer en tant que jeune d'un pays émergent qui doit retrouver toutes ses ressources afin de se construire, de se bâtir. Voilà ce qu'il a tiré de la citation de Frantz Fanon. La deuxième citation est une phrase, un enseignement, un proverbe bomonan qui dit Ngalo kumana bese tien makunena. Ngalo mimikuma obi tien mini maku obi. Qu'est-ce que cela signifie? Que si nous ne faisons pas attention, des mensonges distillés aujourd'hui risquent d'être les vérités de demain. Et c'est la raison pour laquelle il s'est engagé à plus d'une reprise pour témoigner, n'ayant pas peur de ses idées. Ces 2 mises en exergue sont suivies d'un chapitre où Choguel se présente. Le chapitre s'intitule « Ces valeurs qui fondent mon identité ». Il en énumère beaucoup. J'en ai retenu quelques-unes. La première sur laquelle il insiste beaucoup, c'est la connaissance de soi. Se connaître. Parce que c'est le guide qui permet de ne pas tomber. Se connaître et connaître son environnement. Se connaître, être conscient de ses limites et se documenter pour parler de son environnement, voilà une valeur qu'il a cultivée. Et la culture de cette valeur l'a conduit à cultiver le patriotisme. Il va vous dire dans le livre qu'il a lu les plus belles pages de l'histoire de la République du Mali, en particulier les pages consacrées à la pénétration française. Et il déplore que notre jeunesse aujourd'hui ne puisse pas s'approprier ces pages. Et il a promis d'apporter sa contribution à la matière. Déjà, il a annoncé le titre
du livre qu'il a en gestation, la résistance des populations du nord de la boucle du Niger face à la pénétration coloniale. Donc, ces identités, ces valeurs qui fondent mon identité, il répond à deux accusations récurrentes. La première, Choguel Maïga est un premier ministre clivant. Il ne peut pas rassembler, il n'est pas un rassembleur, il divise. C'est la première accusation. Il y répond, il donne la réponse. Je ne la donne pas, peut-être que si vous voulez, mais je vous incite à lire le livre. La deuxième, ne l'écoutez pas. Il falsifie l'histoire. Et là également, il apporte la réponse. Ça, c'est dans la première partie. Ça, c'est le premier, les valeurs. Les trois vécus sur lesquels s'appuie le livre sont, en premier lieu, une découverte. Celle du rôle de la manipulation en politique. C'est le titre d'un chapitre. Le rôle de la manipulation en politique, cas du Mali. Et il dit qu'il a découvert ce rôle très tôt. Il était encore lycéen. C'était dans les années 1970. Les militaires venaient de s'installer au pouvoir. Ils étaient contestés, non pas par une opposition qui s'est créée contre eux, mais par une opposition qu'ils ont trouvée sur place. C'est très important. L'opposition au président Modibo Keïta est la même opposition qui a contesté les membres du comité militaire de libération nationale. Cette opposition, Modibo Keïta l'avait tolérée. Il avait dit, c'était des jeunes étudiants se prévalant du marxisme-léninisme très mal assimilé. Modibo disait à ses collègues du bureau politique national, le président Modibo Keïta, laissez-les, ils finiront bien par venir nous rejoindre. Il est tombé, ils ne sont pas venus. Micro. Il ne faut pas m'en vouloir. Vous savez, l'âge a fait ses effets. Quand j'étais plus jeune, j'animais les cours dans l'amphi de l'ENA sans micro. Hey, que voulez-vous? Donc, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est que à l'époque, les lycéens avaient des revendications, comme sur tous les cieux du monde. Il n'y a pas suffisamment de lait dans le café. Le morceau de pain qui est donné, c'est trop. Il faut ceci, l'eau de la fontaine n'est pas glacée. Il y avait des choses comme ça. Et les lycéens protestaient. Et alors, l'opposition au régime en a profité. Oui, oui. D'accord, très bien. C'est pas adaptable. C'est pas adaptable, c'est pas adaptable. Ça s'appelle comme ça, non? Oui, c'est bon. Vous voyez le visage? Ah, c'est pour le visage. Évidemment. Mais je suis pas beau. Non. Il est ridé, le visage. Oui. Nina.
Donc, je disais, j'étais en train de parler de cette première découverte du rôle de la manipulation en politique qu'a du Mali, rôle qu'il a découvert au lycée. Ce qu'il a constaté, c'est que quand il s'agissait de rassembler les jeunes gens dans la cour pour les haranguer et les jeter dans la rue, il y avait des champions. Mais une fois dans la rue, ceux-là qui avaient harangué les jeunes gens disparaissent. De sorte que quand les forces de l'ordre font des arrestations, c'est les pauvres qui ne savaient absolument rien, qui ignoraient qu'ils avaient été manipulés, qu'on prenait et qu'on allait mettre au soleil en guise de punition. Et il dit, depuis lors, il a pris ses distances vis-à-vis des manifestations des scolaires. Arrivé à Moscou, il découvre le même phénomène, la manipulation, mais sous un autre jour. À l'époque, dans ces années 70-80, les étudiants maliens à l'étranger étaient toujours groupés dans des organisations aux noms pratiquement identiques. Association des étudiants et stagiaires maliens 1, URSS, France, Hongrie, Tchécoslovaquie, etc. Et ces associations avaient à leur tête, encore une fois, des gens, des étudiants, parfois des étudiants de carrière, qui se prétendaient marxistes-léninistes, opposés au régime, et qui profitaient de leur statut à l'étranger pour former une opposition au régime en place au Mali. Il a vu ça. Quand les nouveaux arrivent, on se précipite, on les aide à faire les formalités, à remplir ceci, etc., à trouver une chambre, et après commence un travail d'endoctrinement. Et là, il dit que c'est là que cette fois-ci, il ne s'est pas mis à l'écart. Il a choisi de les combattre. Le combat lui a été facilité par le fait que l'UNJM a été créé. L'UNJM a eu sa section à Moscou. Il en est devenu l'un des principaux responsables. Il a profité de ce poste pour cette fois-ci retourner la situation en faveur du régime en place. Il a attaqué l'autre association et avec des camarades, ils ont réussi à faire la fusion entre l'ASMUS et l'UNJM. Donc, comme pour diminuer la charge de l'ASMUS vis-à-vis du régime en place à Bamako. Le troisième cas où il parle de la manipulation en politique, c'est ce qui s'est passé en mars, entre décembre 1990 et mars 1991. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Lisez le livre. C'est affreux. C'est une autre vérité, loin de ce qui nous a été dit. Et pour conclure, il met en garde contre la manipulation. Le fait d'agir sur les esprits pas bien formés pour les inciter au désordre. C'était le premier vécu. Le deuxième vécu est constitué par des relations entre l'auteur et 4 chefs d'État, 3 anciens présidents de la République et l'actuel président de la transition. Le premier de ces 4 chefs d'État, entre parenthèses, il n'a pas parlé de Dioncounda Traoré en tant que chef d'État, bien qu'il ait assumé l'intérim. Mais il lui a reconnu une qualité dans le livre. Il a écrit, et il faut que je le dise ici, Dioncounda est l'homme politique qui a respecté tous les engagements qu'il a souscrits avec le MPR. Cela est à son honneur, il faut que ça soit su. Le premier des 4 chefs d'État, c'est bien sûr le président Moussa Traoré. Pourquoi? Et là, il a posé une question. Moussa Traoré et moi, reconnaissance du mérite ou obligé envers un bienfaiteur?
Parce que pour beaucoup, s'il a choisi de défendre le président Moussa Traoré, c'est parce qu'il lui doit quelque chose. Il dit non. Je ne l'ai réellement rencontré qu'après qu'il eut quitté le pouvoir. Je ne suis pas comme ceux-là qui ont été ses ministres, ses directeurs, ses proches collaborateurs, et qui du jour au lendemain lui ont tourné le dos. Moi, je n'étais pas dans son entourage, c'est après que je l'ai connu. Et c'est la raison pour laquelle ses relations avec le président Moussa Traoré, il a choisi de les fonder sur la reconnaissance du mérite d'un homme. On aura beau dire, l'homme avait ses qualités. Il a créé un parti. J'ai vu ce parti personnellement à l'œuvre. Il fallait sortir de Bamako pour savoir ce que c'est que l'UDPM. J'ai été dans l'équipe de Sékou Minandiou Traoré et de Amadou Daouda Diallo. Avec eux, j'ai sillonné de long en large la région de Mopti. Et je voyais ce que les populations sous la houlette de l'UDPM étaient en train de réaliser. Nous les appelions les initiatives de base, dont en particulier les tons et les associations villageoises et les tons villageois. Les associations, il paraît que ça continue d'exister. Les tons qui étaient un véritable succès, ont été tout de suite éliminés. Donc, il y a ce mérite de l'homme d'État. Et c'est ce qui l'a entraîné, en tout cas qui fait qu'il a choisi le président Moussa Traoré. Et il apporte à cette adhésion à la personne et à la politique de Moussa Traoré, il apporte des arguments. Deux arguments que le président Amadou Toumani Touré lui a confiés. Parce qu'il a accompagné Amadou Toumani Touré dans une tournée électorale. Il a dit, ce que je retiens de lui, c'est sa profonde connaissance du pays. Effectivement, il a arpenté le Mali. Il s'était fait un devoir. Visiter chaque région du pays 2 fois en 3 ans. Je crois que c'est ça. 2 visites en 3 ans. Toutes les régions du pays devaient recevoir sa visite. Et quand il arrivait, ce n'était pas le chef-lieu de région, c'était tous les chefs-lieux de cercle, plus un arrondissement. Et ce n'était pas des villégiatures. Dès qu'il débarquait avant la conférence des cadres, c'était la visite des réalisations, tant redoutées des responsables politiques de l'époque. Car c'était à partir de ces visites des réalisations qu'on décrétait section pilote ou bien section sous tutelle. Les sections étaient récompensées. Section pilote avec palme, section sous tutelle. Donc ces visites étaient réellement redoutées, ce qui fait qu'il y avait une émulation à la base qui mobilisait tout le monde. Ça, c'était donc Moussa Traoré, connaisseur du pays. Deuxième confidence de Amadou Toumani Touré à propos du général Moussa Traoré, c'est lorsque Amadou Toumani Touré a reçu le guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi. Il dit que Kadhafi a demandé l'autorisation de rencontrer le président Moussa Traoré. Il l'a reçu, la permission lui a été accordée. Et lorsque Kadhafi est revenu, il a dit à Amadou Toumani Touré, j'ai rencontré beaucoup d'anciens chefs d'État, je n'ai jamais rencontré un ancien chef d'État comme Moussa Traoré. Pourquoi? Il a dit parce que chaque fois que je rencontre les anciens chefs d'État, ou bien ils se mettent immédiatement à critiquer celui qui est venu après eux, ou bien ils me demandent de l'argent. Moi, Moussa Traoré m'a dit de vous aider et d'aider le Mali. Choguel rapporte cela dans le livre. Il se fonde également sur un passage
du livre de Mohamed Ahmed Amani, qui a publié un livre également, où ce dernier dit que sans complexe, voilà ce que je pense de Moussa Traoré. Choguel reproduit la citation in extenso dans ce livre. Je vous invite à le lire. Et pourtant, les relations entre Choguel Kokala Maïga et le président Moussa Traoré n'ont pas commencé de manière satisfaisante. Peu savent que cet homme, à la veille du 26 mars, avait un dossier sur la table de la sécurité d'État. Pourquoi? Parce qu'on l'avait fait penser comme un opposant au régime. Pourquoi opposant au régime? Parce qu'il avait réussi à empêcher une grève à l'IPR de Katigou. Parce que lorsqu'en mars 1990, il y a eu le débat sur la démocratie au sein du parti, il a eu le courage de dire l'UDPM se justifie, mais il faut des réformes. Pour ces deux prises de position, la sécurité d'État s'est intéressée à la personne de Choguel. Je crois que la deuxième ou la troisième audience devait avoir lieu le mardi 26 mars, ça coïncide bien le lundi, début des hostilités. Oui, le vendredi 22 mars, c'était le deuxième passage devant la sécurité d'État. Il est parti, l'atmosphère était telle en ville, on dit de rentrer, on va l'appeler après. C'est vous dire que, encore une fois, les débuts n'étaient pas aussi tendres que cela. Mais, quand même, il a placé le mérite au-dessus des basses considérations. Le deuxième homme d'État dont il parle, les deux autres, c'est Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, il a été leur ministre. Il n'a jamais été ministre de Moussa Traoré. Il a été leur ministre. Et l'adversaire se fonde sur cela pour le critiquer, pour le dénigrer. Oui, chaque fois que vous voyez que vous avez votre intérêt quelque part, vous y êtes. Dans le livre, il dit non. J'y suis parfois à mon corps défendant, et quand j'y ai été, ça a été pour servir la République, non pas pour servir un homme. Et du reste, ni avec Amadou Toumani Touré, ni avec Ibrahim Boubacar Keïta, la séparation ne s'est pas faite à l'amiable. Pratiquement avec Ibrahim Boubacar Keïta, il a créé les conditions de sa démission, de son départ du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a perçu quelque chose qu'il a assimilé à une trahison de la République. Un document avait été non pas adopté, mais présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Si jamais le contenu du document avait été appliqué, le Mali serait divisé en deux et à jamais. Quand il a su ça en Conseil des ministres, il a protesté. Il a dit, faisons attention, c'est un acte de haute trahison. Ibrahim Boubacar Keïta lui a répondu, mais Choguel, vous me parlez comme si vous parliez à mes comme si c'est un opposant qui me parle. Il a dit, pourtant, Monsieur le Président, c'est la vérité que je vous dis. Le mercredi qui a suivi, il n'y a pas eu de Conseil des ministres. Avant le deuxième mercredi, remaniement du gouvernement, Choguel est sorti. Voilà comment s'est effectuée la rupture avec Ibrahim Boubacar Keïta. Et comment est-il venu? C'est Modibo Keïta qui lui a téléphoné pour dire qu'il est en train de construire le gouvernement et il aimerait que Choguel soit dedans. Choguel lui a dit réellement, je suis prêt à vous proposer le nom d'un cadre de mon parti. Je ne voudrais pas faire partie du gouvernement. Ils sont restés ainsi toute la journée. À 18 h, Modibo Keïta reprend le téléphone et dit « Je viens une fois de plus d'en parler avec le président. C'est vous qu'il nous faut. » Et c'est ainsi qu'il est venu. Et quand il est venu, il a donné le meilleur de lui-même. Il a, dans le livre, relaté ce qu'il a fait, aussi bien en tant que ministre chargé du commerce sous Amadou Toumani Touré, que ce qu'il a fait en tant que ministre chargé de l'économie numérique sous Ibrahim Boubacar Keïta.
Ils ne se sont pas séparés à l'amiable, mais il reconnaît deux qualités. Il a dit que il a fortement apprécié Amadou Toumani Touré lorsque, à l'occasion du 60e anniversaire des indépendances néocolonisées africaines, je crois que c'était quelqu'un qui était à la présidence, je ne le connais plus, a invité, c'était le 100e anniversaire, il a invité les dirigeants d'Afrique francophone. C'était le cinquantenaire, c'était à propos du cinquantenaire. En tout cas, il les a invités à Paris. Il y a eu le défilé du 14 juillet. Lorsque l'armée française est passée, le président de la République française s'est levé. Et tous les présidents africains sont levés. Amadou Toumani Touré est resté assis. Il n'avait pas besoin de dire plus. Il sait les énormes crimes odieux commis par l'armée coloniale française sur le territoire du Soudan, aujourd'hui Mali, de Sabou Siré à Nderaboukane. Sans pitié, on est parti jusqu'à songer au génocide. Les Français sont partis jusqu'à déplorer le fait qu'il n'y ait pas d'avion à leur disposition pour bombarder les tribus Touareg. Amadou Toumani Touré ne pouvait pas se lever, il dit ça, c'était à son honneur. Qu'est-ce qu'il a apprécié chez Ibrahim Boubacar Keïta? C'était le jour de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, on dit APR. Beaucoup d'interventions. Et l'intervention de M. Latsous, très paternaliste, très condescendant. Les Maliens ont été insultés. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas laissé passer l'occasion. Si vous lisez le livre, il rapporte in extenso tous les propos qu'il a tenus pour répondre à M. Latsous. Ça, c'était donc avec les trois premiers chefs d'État. Maintenant, avec le quatrième, l'actuel président de la transition. Là également, au début, les choses n'ont pas été très faciles. Il y a eu le régime de Ibrahim Boubacar Keïta qui a été renversé. Une transition a été mise en place. Mais la France, qui n'a jamais renoncé à sa colonie du Soudan, a essayé et a failli réussir cette transition. Les institutions sont en place. Un premier ministre de la transition, un ministre super chargé des questions de défense. Le président de la République française imagine une conférence à Paris, conférence sur le financement des économies africaines. Lui-même, il a du mal à financer son économie là-bas. Il nous invite pour qu'il aille nous donner des conseils pour financer nos économies ici. Et ils sont partis. La conférence n'a pas duré plus d'une matinée. Immédiatement après, les uns et les autres ont pris leur avion, sont retournés. Et le président de la transition est resté là-bas. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il y a été rejoint par des opposants notables. Leur nom se trouve dans le livre. À son retour, il a voulu peut-être, je dis bien parce que moi je ne sais pas ce qui s'est dit là-bas entre lui et les Français, mais je me dis qu'il a essayé peut-être de mettre en application ce qu'on lui a demandé de faire. Il a commencé, on lui a dit non, arrête là. Et c'est ainsi que l'actuel chef de la transition est arrivé au pouvoir. Ah, le CNSP est au pouvoir. Avec qui traiter? L'ancienne classe politique qui a perdu le pouvoir en a profité pour se positionner. Mais je crois que
les membres du CNSP ont vu que non, cette fois-ci, il faut aller vers le M5 RFP. Et c'est ainsi que on est parti chercher Choguel. Il relate tout ce qui s'est passé depuis qu'on est parti le chercher jusqu'à sa nomination en tant que chef du gouvernement. Je n'entre pas dans les détails, lisez le livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des négociations assez serrées, assez ardues entre lui et les militaires. Ils se sont fait des concessions. Ils ont vu qu'ils peuvent travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble et les résultats sont tangibles. On les connaît. Il dit dans le livre que ça a été pour lui une chance que de rencontrer des gens avec lesquels il partageait les mêmes valeurs, celle de la nécessité d'une refondation de l'État malien. C'était là le deuxième vécu, après le rôle de la manipulation en politique, les relations avec les chefs d'État. Le troisième vécu, c'est son propre combat politique. Combat politique qu'il a commencé depuis Moscou et qu'il poursuit encore aujourd'hui inlassablement. À Moscou, je vous l'ai dit, il a réussi à terrasser ceux qui étaient là à former de l'opposition contre le régime en place à Bamako. De retour au pays, il y a eu Guindo est là, Oumar Kanouté est là, Abdoulaye Bari est là. Ce que nous avons appelé au MPR l'épique, l'héroïque bataille du sigle, le sigle UDPM. Pourquoi? Parce que, après le procès crime de sang, certains d'entre nous se sont dit, maintenant que le multipartisme est intégral, reprenons le flambeau. La jeunesse du parti, avec à sa tête Choguel Kokala Maïga, a repris le flambeau et nous avons voulu reprendre nos activités sous la dénomination UDPM. Mais ce n'était pas possible, je vais vous dire pourquoi. En 1993, la Troisième République était déjà installée. Le parti majoritaire à l'Assemblée nationale ne devait sa majorité qu'aux anciens députés de l'UDPM. De sorte que, si l'on recrée l'UDPM, qu'est-ce qui risque de se passer? Il y a le risque de voir les députés constituant la majorité quitter pour aller rejoindre le parti. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on nous a déboutés. On nous a dit, vous ne pouvez pas porter ce sigle. La deuxième raison est d'ordre personnel. Il y avait une haine viscérale qui était là contre ce parti et contre ceux qui l'ont animé, qui s'est traduite parfois, cette haine, par des méchancetés inqualifiables. Mais nous avons tenu. Et là, c'est finalement Choguel qui va trancher, puisqu'on nous a fait beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches. Il a dit d'accord, choisissons un nom très simple. Ils ne veulent pas de UDPM, Union démocratique du peuple malien. Marquons MPR, mouvement patriotique pour le renouveau. Voilà, ne m'en voulez pas, mouvement patriotique pour le renouveau. Ils ont peur du lion. Faisons sortir quelque chose de plus terrible que le lion. Et nous avons opté pour le tigre. Notre première sortie, Yeleko, nous avons loué la salle, tout ça c'est dans le livre, hein. Nous avons loué la salle Omnisport. Nous l'avons payé. Et la veille de notre sortie, on a dit, ah, vous ne pouvez pas, hein. Il y a les aveugles qui ont une manifestation d'arts martiaux demain dans la salle. Les aveugles. Hey. Nous sommes quand même venus. Nous nous sommes mis aux abords.
Et très discipliné après, nous sommes rentrés à la maison. Cathy était là, Koulikolo était là, mais nous n'avons pas voulu tirer sur la corde, nous sommes rentrés. Après, nous avons été gazés, mais nous avons tenu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit l'héroïque, l'épique bataille du sigle. Et le jour de notre première manifestation, nos adversaires ont été surpris en lisant nos banderoles. Mouvement patriotique pour le renouveau, le Tigre, et en bas, unité et défense de la patrie malienne, écrit de sorte que on puisse lire UDPM. La deuxième bataille, on me dit de conclure, vous savez, hein, un ancien enseignant, il est bavard. C'est celle que nous avons menée il y a juste quelques années. Très tôt, je n'y croyais pas, hein, très tôt. C'est à la sortie des élections législatives. Choguel m'a pris encore à côté. Il m'a dit, professeur, ça ne peut pas continuer. Si nous n'inversons pas une autre, si nous n'imprimons pas une autre direction à la marche des événements, nous courons à la catastrophe. Ce pays va disparaître. J'ai dit, mais que voulez-vous dire? Il m'a dit, la Troisième République a totalement failli. Il faut songer à la remplacer. J'ai dit, ah mais Monsieur le Président, vous voulez dire quoi? Mais il a dit, ben, c'est très simple. Hein? Il faut qu'il s'en aille. Et alors que personne n'y croyait encore, il s'est mobilisé. Et on dit qu'il vend. Il a rassemblé. Les coups ont été rudes, mais la victoire a été haute. C'était là le troisième but. Donc, si je me résume, j'ai parlé des deux mises en exergue, de ces valeurs qui fondent l'identité de l'homme et de ces trois vécus du rôle de la manipulation en politique, les relations avec les anciens chefs d'État et l'actuel chef de la transition, et enfin, mon combat politique. Je vous invite à approfondir ce que je viens de vous dire en lisant ce livre. Il est plein de renseignements. Je termine seulement en disant ceci, qu'il y a une méthode adoptée par Choguel pour terrasser ses adversaires. Il ne se bat pas contre eux, comme ça. Il ne se bat pas contre eux. Il leur retourne leurs propres propos. Et c'est à travers leurs propres propos qu'eux-mêmes ils sentent qu'ils sont en faute. C'était là ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Le livre, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de le faire. Merci encore une fois. Bon, à ce stade, peut-être qu'il faudrait faire participer un peu la salle. Si vous avez des questions, des questionnements ou des témoignages à faire. Alors, oui. On va prendre le temps. Avant cela, il y a une petite information. Le propriétaire de la voiture, je crois, BZ3970, la voiture 3970 est prié de déplacer sa voiture qui gère les clients dehors. BY3970.